Salut à tous. Le conflit avec l'Iran vient de changer complètement. La position du président Trump est que les États-Unis ont désormais le contrôle total du détroit d'Ormuz, alors même que de nouveaux détails émergent au sujet d'une menace iranienne signalée contre sa vie lorsqu'il participait au sommet de l'OTAN en Turquie. Apparemment, même la géopolitique fonctionne maintenant avec la subtilité d'une porte verrouillée et de quelqu'un qui annonce très fort qu'il en possède la clé. Cette histoire a retenu l'attention du monde entier cette semaine. La menace contre la vie du président Trump en Turquie aurait eu lieu le mois dernier et le Wall Street Journal a rapporté que les services de renseignement israéliens avaient averti l'administration de ce danger précis. Selon les sources décrites dans ce rapport, Israël a informé l'administration Trump de renseignements faisant notamment état d'une menace visant à utiliser des missiles solaires portatifs pour cibler Air Force One. Finalement, selon les premiers rapports, le président a été transféré d'Air Force One vers un autre avion à bord d'un camion de restauration. Rien ne dit diplomatie de routine aussi bien que de transformer la logistique de restauration d'un aéroport en chapitre de roman d'espionnage. Tout cela survient alors que les négociations indirectes avec l'Iran se poursuivent afin de rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais le président Trump a clairement indiqué qu'il ne faisait pas confiance au régime iranien. Selon lui, l'Iran lui a constamment menti. Les États-Unis ont actuellement le contrôle total du détroit d'Ormuz et l'Iran ne le contrôle pas. À ses yeux, les États-Unis maîtrisent la situation et se trouvent actuellement dans une très bonne position. Il décrit l'Iran comme un pays qui a été l'intimidateur du Moyen-Orient pendant 50 ans et affirme qu'il ne l'est plus. Le vocabulaire diplomatique semble être devenu si épuisé que nous le contrôlons doit maintenant faire le travail de plusieurs traités et d'une carte. Depuis 3 mois, cependant, nous entendons constamment l'argument inverse. Trump ne comprendrait pas ce qui se passe, il croirait tout ce que dit l'Iran et l'Iran le manipulerait comme un violon. Mais les événements qui se déroulent actuellement compliquent ce récit. Le violon semble avoir changé de main assez souvent pour que même l'orchestre ait peu être cessé de compter les points. La menace iranienne signalée contre la vie du président lorsqu'il participait au sommet de l'OTAN en Turquie apparaît au même moment où Trump affirme que les États-Unis ont toujours le contrôle total du détroit d'Ormuz. Trump semble avoir accepté le fait que les États-Unis n'arrivaient à rien avec les pourparlers de paix avec les Iraniens. Par conséquent, il mise de nouveau sur la pression économique contre le régime. C'est pourquoi les États-Unis utilisent la force militaire, littéralement les gros moyens, pour neutraliser les navires qui tentent de briser le blocus naval américain dans le détroit d'Ormuz. Lorsque les négociations piétinent, l'expression pression économique peut soudainement produire des effets sonores remarquablement bruyants. Un de ces incidents concernait un navire battant pavillon panaméen. Les forces américaines ont neutralisé ce navire après qu'il eut ignoré les avertissements dans le golfe d'Oman concernant le blocus naval américain en cours. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a déclaré qu'un hélicoptère MR-60 de la marine américaine avait tiré 2 missiles Hellfire dans la salle des machines du navire. Malgré cela, les Iraniens restent défiants pendant que les efforts diplomatiques continuent de s'éterniser. La diplomatie est encore techniquement dans la pièce, elle a simplement du mal à se faire entendre par-dessus le bruit des machines. Du point de vue iranien, cependant, ces efforts sont déjà terminés. Leur argument est que personne ne pensait que l'Iran pourrait résister de cette manière aux États-Unis, tout en affrontant le régime israélien et le soutien de nombreux autres pays, notamment tous les pays occidentaux, ainsi que d'autres pays que tout le monde connaît, sans baisser la tête, et finir par obliger l'ennemi à demander des négociations. Dans chaque capitale, la victoire commence apparemment exactement au moment où le communiqué de presse affirme qu'elle commence. Trump a déjà clairement indiqué qu'il est la dernière personne à faire confiance à ces gens. À l'heure actuelle, sa position est que les États-Unis vont conserver le contrôle du détroit d'Ormuz et que le blocus constitue effectivement un mur d'acier. De ce point de vue, l'Iran ne peut rien y faire. L'Iran n'a ni marine ni force aérienne, ses soldats restants ne sont pas payés, sa direction est incertaine et il n'a pas d'argent. L'argument est que tout ce qui lui reste, ce sont de fausses nouvelles
et une inflation de 300%, et que la situation continue de se détériorer. Le Moyen-Orient a atteint cette élégante phase de crise où chacun décrit l'autre camp comme étant fini, tout en continuant à consacrer d'énormes ressources à le gérer. C'est pourquoi l'approche du président semble maintenant simple. Laisser le blocus et les conséquences économiques découlant du fait que l'Iran est un agresseur militant faire leur travail. Et elles font effectivement leur travail. Des responsables israéliens ont déclaré qu'ils préparaient différents plans d'urgence pour les jours incertains à venir. Plan d'urgence demeure l'une des plus belles expressions de la diplomatie, assez calme pour une salle de briefing, assez inquiétante pour tous les autres. L'état des négociations devient également de plus en plus sombre. Al Jazeera English a rapporté que des médiateurs poussaient les États-Unis et l'Iran à reprendre des discussions directes avec le Pakistan derrière cette initiative. Le Pakistan est un allié problématique en raison de sa proximité avec l'Iran. Et aucun signal positif ne vient de Washington parce que Washington semble désormais se retirer. La table des négociations est toujours là. La difficulté consiste simplement à trouver suffisamment de gens disposés à s'y asseoir au même moment. Les rapports font état d'aucun progrès vers un accord plus large avec l'Iran. Des discussions se poursuivent entre l'Iran et Oman au sujet du contrôle du détroit d'Ormuz, mais les responsables iraniens donnent continuellement peu d'indications, montrant qu'ils prennent réellement au sérieux le maintien de cette voie navigable internationale ouverte. Pendant ce temps, le blocus naval américain des ports iraniens se poursuit en arrière-plan. Il coûte chaque jour des centaines de millions de dollars au régime iranien. Cette pression économique affecte l'inflation en Iran et de nombreuses personnes dans le pays ont de la difficulté à accéder aux biens dont elles ont besoin parce que les autorités iraniennes ne sont même pas en mesure de distribuer des ressources générales à leur propre population. Comme toujours, la grande stratégie se discute en milliards, tandis que les pénuries ordinaires arrivent une tablette à la fois. À mesure que cette situation se poursuit, la pression exercée sur le régime de Téhéran continuera d'augmenter. Il s'agit de l'un des nombreux leviers économiques que le président peut utiliser pour pousser l'Iran à conclure un accord de bonne foi. Sur le plan militaire, plus de 50 000 militaires américains sont toujours déployés à travers le Moyen-Orient. Rien ne communique mieux la confiance dans des négociations pacifiques que de garder tout près 50 000 raisons de ne pas mal comprendre le message. Il y a donc essentiellement deux choses qui se produisent en même temps. L'Iran présente le détroit d'Ormuz comme lui appartenant et insiste sur le fait que personne ne pensait qu'il pourrait résister de cette manière aux États-Unis et à Israël et qu'il ne partira pas. Trump, de son côté, affirme essentiellement que les États-Unis vont simplement continuer de garder le détroit d'Ormuz sous leur contrôle. Deux déclarations de contrôle sur un seul détroit. La géographie, de façon bien peu pratique, continue de ne fournir qu'un seul détroit. La seule partie de cette situation que quiconque puisse vérifier de façon indépendante est qu'un blocus massif est en place, qu'il fonctionne et que rien d'entre nous ne sort des ports iraniens. En même temps, les navires qui ne battent pas pavillon iranien et qui ne se dirigent pas vers l'Iran traversent le détroit avec l'aide de l'armée américaine. Lorsque Trump affirme que les États-Unis gardent le détroit, il décrit peut être quelque chose qui va de toute façon se produire parce que l'Iran a essentiellement forcé cette situation. L'Iran a déclaré qu'il n'abandonnerait jamais. Jamais est l'un de ces mots merveilleusement durables en politique jusqu'au moment où commencent les prochaines négociations. Parallèlement, le détroit d'Ormuz pourrait devenir obsolète en tant que point d'étranglement énergétique d'ici 1 an et demi, parce que les pays réacheminent leur pétrole afin d'éviter le détroit. Si cela se produit, le seul levier qu'il restera à l'Iran sera sa capacité à tenir jusqu'aux élections de mi-mandat et à provoquer autant de chaos que possible. Dans 1 an et demi, toute cette situation pourrait effectivement être terminée et Trump pourrait rendre le détroit d'Ormuz parce que plus personne n'en voudrait. Il y aurait une certaine élégance géopolitique à se battre pour un prix jusqu'à ce que le prix lui-même perde toute sa valeur. Le président continue de rejeter l'idée selon laquelle il ferait confiance à l'Iran. Sa position est qu'il est la dernière personne à faire confiance à l'Iran parce que le régime lui a constamment menti.
Il affirme que les États-Unis ont le contrôle total du détroit d'Ormuz, que l'Iran ne le contrôle pas et que les États-Unis le contrôlent. Il affirme également qu'à un certain moment, l'Iran fera peu être quelque chose, mais que, pour l'instant, les États-Unis se trouvent dans une très bonne position. Il décrit l'Iran comme ayant été l'intimidateur du Moyen-Orient pendant 50 ans. En réalité, 50 et 1 an si on y pense, tout en soulignant que les gens parlent de 47 ans depuis 4 ans. Selon lui, l'Iran n'est plus cet intimidateur. Même l'arithmétique semble avoir été enrôlée dans la guerre de l'information. Le président ne fait donc pas confiance à l'Iran et comprend que, même si l'Iran conclut un accord avec lui, cet accord pourrait être pratiquement sans valeur. Il y a seulement quelques semaines, lui et le président iranien ont tous deux signé le même accord, et 3 jours plus tard, ce morceau de papier ne valait plus rien et avait été violé. Cet accord était le protocole d'entente. Un protocole d'entente qui survit 3 jours donne certainement un sens inhabituel au mot entente. Trump a maintenant littéralement quitté les négociations. Sa stratégie consiste simplement à maintenir le blocus pendant que les alliés du Golfe réacheminent leurs approvisionnements pétroliers autour de cet actif stratégique que l'Iran pense encore pouvoir utiliser contre le monde. Pendant ce temps, le prix du pétrole se situe autour de 82 $ le baril. Si l'on regarde un graphique sur 6 mois, le 11 août, le prix était d'environ 82 $. Cela signifie que les prix sont à peu près au même niveau qu'avant le début de toute cette situation. Le pétrole n'a même pas atteint les 100 $ le baril que beaucoup de gens annonçaient. Les marchés, avec leur mauvaise manière habituelle, refusent parfois de suivre le scénario dramatique écrit à leur intention. Cela signifie que les prédictions catastrophiques d'un échec américain, d'une capitulation, d'une manipulation par l'Iran et de l'idée que l'Iran serait tellement plus fort ne se sont pas matérialisées. De ce point de vue, tout cela relève des fausses nouvelles. Lorsque le président affirme que tout ce qui reste à l'Iran ce sont de fausses nouvelles et une inflation de 300%, cet argument le considère entièrement dans le vrai. L'Iran contesterait évidemment cette affirmation. Il soutiendrait qu'en raison du nombre de drones et de missiles balistiques qu'il conserve, ainsi que de sa flotte dite moustique, il peut perturber la circulation dans le détroit d'Ormuz. Être déclaré impuissant tout en obligeant encore tout le monde à parler de vos missiles constitue l'une des contradictions les plus curieuses de la géopolitique. Je ne dirais pas que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz, mais il a perturbé le transport qui y passe. Ce que nous voyons actuellement est essentiellement une guerre économique d'usure. L'Iran tente d'affecter l'économie mondiale, tandis que les États-Unis ont imposé un blocus très efficace qui dévaste l'économie iranienne. La question à laquelle sont confrontés le président, son équipe de sécurité nationale et les services de renseignement est de savoir si cette pression économique entraînera un changement dans la volonté de l'Iran de revenir à la table des négociations. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas, mais les frappes militaires n'ont pas non plus réussi à ramener l'Iran à la table des négociations pour négocier de bonne foi. Lorsque ni la carotte ni le bâton ne fonctionnent, le tiroir des politiques possibles commence à paraître étonnamment vide. La raison pour laquelle ces frappes militaires ont eu lieu il y a seulement quelques semaines est importante. Il y a eu un cessez-le-feu, il y a eu le protocole d'entente. L'Iran l'a ensuite déchiré. Après cela, l'Iran est passé à l'offensive dans le détroit d'Ormuz et a commencé à viser des navires qui ne faisaient même pas partie du conflit, y compris des navires transportant des marins qui n'étaient pas des combattants. Cela a placé l'armée américaine dans une situation où intervenir était la bonne décision afin de protéger des personnes. En ce sens, nous sommes maintenant essentiellement revenus à la situation qui existait avant que l'Iran ne commence à agir ainsi. La grande différence est que Trump affirme désormais qu'il ne travaillera pas avec ces gens, qu'il ne leur fait pas confiance et qu'il est la dernière personne à leur faire confiance. La relation diplomatique semble avoir progressé de la méfiance vers une forme de méfiance organisée de manière plus efficace. La principale question est maintenant de savoir si tout cela aura un effet sur les élections de mi-mandat. L'Iran espère que oui. Cela semble être l'échéance qu'il vise. Il veut tenir jusqu'aux élections de mi-mandat et provoquer autant de chaos que possible afin de donner l'impression que Trump s'est effondré, qu'il a perdu le contrôle, qu'il n'a aucun plan et qu'il n'a aucune issue. En réalité, l'argument ici est que la vérité ne pourrait pas être plus opposée.
Dans la géopolitique moderne, même une voie maritime finit apparemment par trouver sa place dans un calendrier électoral. Selon l'analyse du général Jakin, à mesure que les élections de mi-mandat approchent, l'Iran risque de se tourner davantage vers la violence et les attaques. Rien qu'au cours des dernières semaines, l'Iran a mené 22 attaques. À mesure que les élections approchent, il existe un risque que non seulement la fréquence de ces attaques augmente, mais également leur objectif et leur niveau de violence. L'hypothèse derrière cette stratégie serait que plus l'Iran se rapproche des élections de mi-mandat, moins le président serait susceptible de répondre militairement contre lui. Apparemment, les calendriers peuvent eux aussi devenir des armes stratégiques, à condition que tout le monde accepte de regarder la même date. Cette analyse me paraît logique. Nous constatons également une augmentation des attaques des Houthis dans la mer Rouge. Si l'on examine l'objectif stratégique de l'Iran, celui-ci consiste à réduire ou à éliminer complètement l'influence américaine au Moyen-Orient. L'Iran veut augmenter le coût de la présence des États-Unis dans la région. D'après ce que disent les experts, l'Iran n'a aucune volonté de revenir à une table de négociation de manière significative. Si l'Iran affirme dans 2 semaines qu'il veut un accord, ou s'il affirme demain qu'il veut un accord, alors selon cette analyse, nous devrions supposer que cet accord vaudrait à peu près autant que tous les autres accords que nous avons eus. À ce rythme, la table des négociations pourrait devenir le meuble le plus souvent rouvert des affaires internationales. La raison est l'objectif de l'Iran. Il veut réduire l'influence américaine au Moyen-Orient. La manière d'y parvenir serait de créer le chaos entre maintenant et les élections de mi-mandat, de miner la capacité du président à diriger le gouvernement et d'éroder son soutien parmi les personnes à l'intérieur du gouvernement. Si les communistes prennent le contrôle et commencent à travailler contre lui, pendant que les enquêtes se multiplient, les États-Unis pourraient ne plus avoir le temps ni la capacité politique de rester fortement engagés au Moyen-Orient. L'Iran pourrait alors recommencer à reconstruire et à poursuivre tout ce qu'il poursuivait auparavant. C'est l'objectif. L'Iran essaye simplement de tenir encore quelques mois. Un affrontement régional, réduit à « il suffit de tenir encore quelques mois », possède l'efficacité sinistre d'un concours d'endurance politique. Mais il faut se rappeler quelque chose d'important, l'Iran se trouve dans une position très faible, il n'est plus la puissance militaire du Moyen-Orient qu'il était avant le début des Piques Furies. Sa capacité à agir comme agresseur en utilisant toutes ses armes et tous ses drones n'est plus ce qu'elle était. Toute résistance ou toute attaque que l'Iran peut maintenant organiser ne représente qu'une fraction de ce dont il aurait été capable avant le début de tout ce conflit. Et avant que cela commence, l'Iran avançait vers l'acquisition d'une capacité nucléaire, ce qui devrait effrayer à peu près tout le monde. L'augmentation des attaques constitue certainement une façon pour l'Iran de tenter de poursuivre ses objectifs. L'armée américaine et les services de renseignement devraient donc rester en état d'alerte élevé, afin que les plans et les intentions de l'Iran puissent être détectés avant leur mise en œuvre. Il y a aussi cette histoire extraordinaire entourant Air Force One. Le général Keane a laissé entendre qu'à bien des égards, il aurait été préférable que cette histoire ne soit jamais rendue publique, mais le président lui-même a reconnu qu'il avait été évacué d'Air Force One. Selon les détails rapportés, il a été déplacé à bord d'un camion de restauration. Des rapports indiquent également que 3 proches collaborateurs se trouvaient avec lui. La raison était la crainte d'une éventuelle attaque contre Air Force One au moyen d'un missile solaire portatif. L'histoire a parfois un goût particulier pour le symbolisme, un immense avion présidentiel, des systèmes de sécurité sophistiqués, puis un camion de restauration qui vole discrètement la vedette. C'est une histoire majeure. Certaines personnes ont accepté le récit de fausses nouvelles selon lequel Trump aurait d'une manière ou d'une autre fait quelque chose de mal en quittant Air Force One. Mais la question la plus importante est de savoir ce que cette histoire dit de l'Iran. Est-ce que cela donne de l'Iran l'image d'un pays pacifique et raisonnable ? Non, pas du tout. Cela donne plutôt l'impression que l'Iran est prêt à absolument tout sauf à suivre une voie vers la paix. Il est difficile de vendre une image de retenue lorsque la musique de fond ressemble à une alerte de sécurité dans un aéroport. Tout ce que nous avons vu au cours des dernières semaines et des derniers mois a également eu un autre effet.
Cela a amené certaines parties de la population américaine qui auraient être auparavant cru que l'Iran négocierait ou conclurait un accord, à renforcer leur opposition aux manœuvres auxquelles l'Iran se livre, non seulement depuis 4 mois, mais depuis 47 ans. Les gens comprennent ce que le président veut dire lorsqu'il se tient sur le tarmac devant Air Force One et affirme qu'il est la dernière personne à faire confiance à ces gens parce que tout ce qu'ils font, c'est lui mentir. Cela reflète de plus en plus la manière dont le pays lui-même commence à ressentir la situation. L'Iran ne dit pas la vérité. Ensuite, il y a l'histoire de Trump qui a dû évacuer Air Force One. Si l'Iran veut prétendre qu'il est pacifique et qu'il agit simplement en état de légitime défense, c'est pas la bonne façon de le démontrer. Ce n'est pas le bon élément de propagande pour soutenir cet argument qui, à mon avis, n'est de toute façon pas vrai. La propagande possède de nombreux talents, mais faire passer une menace de missile pour du pacifisme nécessiterait un montage particulièrement ambitieux. En même temps, l'incident d'Air Force One soulève de sérieuses questions concernant le renseignement. Avant toute chose, cela peut être considéré comme un échec du renseignement. Les menaces contre le président sont censées être détectées bien en amont de l'explosion, comme le veut l'expression, afin que ces menaces puissent être anticipées et neutralisées avant qu'elles ne deviennent immédiates. Dans ce cas-ci, le délai était très court. Le président et son équipe n'ont pas eu beaucoup de temps pour prendre des décisions. La Turquie était responsable de la sécurité du président lorsqu'il se trouvait dans le pays, mais les renseignements pertinents auraient été fournis par Israël. Il n'y aurait apparemment pas eu suffisamment de temps pour déterminer pleinement la véracité de ces informations. Si la menace était réelle, cependant, elle existe toujours. Nous devons comprendre exactement quelle était cette menace, car elle pourrait réapparaître ailleurs dans le monde contre le président. La caractéristique inconfortable des avertissements du renseignement est que l'incertitude ne rend pas le missile suffisamment hypothétique pour qu'on puisse l'ignorer. La nature de cette menace est également importante à comprendre. Nous parlons du même type fondamental de menace que les soviétiques ont affronté en Afghanistan, un missile portatif pouvant être utilisé par une seule personne qui doit simplement parvenir à proximité d'un aéroport et attendre qu'un avion décolle. Il est extrêmement difficile de se défendre contre ce type de menace avec une garantie de 100%. Pour l'empêcher complètement, il faudrait un appareil de sécurité massif, aucune fuite et, en pratique, un mur d'acier à 100%, composé non seulement de renseignements, mais aussi de personnes, d'yeux, d'oreilles et de dispositifs de sécurité entourant ces aéroports. Le fameux mur d'acier devient beaucoup moins poétique lorsqu'on réalise qu'il doit avoir des yeux, des oreilles, des horaires, des points de contrôle et apparemment un excellent contrôle de la restauration. Il est irréaliste de supposer qu'un régime qui s'en est déjà pris au président n'essaierait jamais de profiter d'une occasion pour placer une personne quelque part dans le monde lorsque le président quitte le pays. Nous pourrions très bien revoir ce type de menace. D'autres dirigeants pourraient vivre la même chose. C'est effrayant et inquiétant, mais le monde dans lequel nous vivons est un monde régi par l'usage agressif de la force. Malheureusement, c'est pour cette raison que nous ne nous dirigeons pas vers la paix. Nous avons un régime en Iran qui veut utiliser la force pour tenter de renverser politiquement la situation à l'intérieur des États-Unis. La question est de savoir si l'Iran peut réellement y parvenir. Une autre question consiste à savoir si le blocus fonctionne. L'Iran fait face à une inflation de 300%. C'est ridicule. Il n'y a pas d'argent pour payer les soldats. Alors, combien de temps l'armée permanente que l'Iran posséderait encore pourra-t-elle tenir dans de telles conditions ? Les armées peuvent avancer pendant un certain temps grâce à la rhétorique, les services de paix ont tendance à être moins philosophiques. Cela révèle également autre chose concernant les négociations. Elles ont servi d'écran de fumée, non seulement pour l'Iran, qui essaie d'atteindre les élections de mi-mandat, mais aussi, dans une certaine mesure, pour l'administration Trump, parce que le blocus fonctionne en arrière-plan depuis tout ce temps. Le blocus poursuit son travail sans interruption. Il continue encore aujourd'hui, et il est maintenant devenu l'outil principal. Les médias décrivent maintenant les États-Unis comme poursuivant une stratégie de pression économique. Mais la réalité est que les États-Unis n'ont jamais abandonné cette voie.
la pression économique s'est poursuivie pendant tout ce temps. Parfois, une nouvelle stratégie n'est rien d'autre que l'ancienne stratégie bénéficiant d'un meilleur éclairage lors de la conférence de presse. Pendant que les négociations avaient lieu et que l'Iran pensait gagner du temps, cette pression économique accomplissait autre chose en arrière-plan. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.